Depuis 9 ans au Parlement junior du Cameroun pour les Nations Unies, nous formons la nouvelle élite qui va construire et diriger le Cameroun émergent de demain. Si vous êtes ambitieux, saisissez cette opportunité. Postulez dès maintenant pour devenir parlementaire junior du Cameroun pour les Nations Unies. Infoline 672 31 31 54 656 27 86 58 www.acnu.cm. De retrospective cette semaine. B-News One, l'information continue 24 h sur 24, 7 jours sur 7. À Yaoundé, au Cameroun, mais accessible partout dans le monde. Notamment sur YouTube. Reportages, enquêtes, analyses, décryptages, commentaires. L'information la bonne, regardez B-News 1. La chaîne de l'information sur l'Afrique, l'actualité du continent africain. B-News One, au cœur de l'information. B-News One, le tam-tam du continent. B-News One, le tam-tam du continent. B-News One, au cœur de l'information. B-News One, le tam-tam du continent. B-News One, le tam-tam du continent. B-News One, au cœur de l'information. B-News One, le tam-tam du continent. De retrospective cette semaine. B-News One, l'information continue 24 h sur 24, 7 jours sur 7. À Yaoundé, au Cameroun, mais accessible partout dans le monde. Notamment sur YouTube. Reportages, enquêtes, analyses, décryptages, commentaires. L'information la bonne, regardez B-News 1. La chaîne de l'information sur l'Afrique, l'actualité du continent africain. B-News One, au cœur de l'information. B-News One, le tam-tam du continent.
Mesdames, Messieurs, bonsoir à tous. Merci de nous retrouver sur BNews 1. Nous parlerons ce soir de l'acquittement de Laurent Gbagbo et de Blé Goudé, 10 ans passés à la Cour pénale internationale. Ils étaient accusés de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité après l'élection présidentielle houleuse qui s'est déroulée en Côte d'Ivoire. On essayera de revenir sur les temps forts de la libération, donc de l'acquittement ce jour de Laurent Gbagbo. Vous verrez la réaction de son épouse. Vous verrez également l'ambiance dans son domicile après sa libération, et bien évidemment on reviendra dans la deuxième partie du programme. On parlera de la présidentielle en République du Tchad. Idriss Déby Itno est candidat à sa propre succession. Quelles sont ses chances de gagner? Quelle est l'ambiance en N'Djamena? On retrouvera sur place Albertine Bichaga qui couvre la présidentielle tchadienne pour le compte de BNews. On verra comment les artères de la capitale tchadienne N'Djamena sont notamment habillées aux couleurs de la présidentielle. Quelles sont les chances d'Idriss Déby Itno? Est-ce qu'il y a réellement un challenger qui peut donc faire mordre la poussière au président tchadien qui est en place depuis quelques années et qui bénéficie encore de la confiance du peuple tchadien? Ils seront 4 avec nous sur le plateau, 4 plus 1, puisqu'il y a Jean-Patient Tchala qui est avec nous. Il est déjà au studio, qui va le rejoindre dans la deuxième partie du programme. Ils seront 4, donc je le disais. Et on accueille d'abord monsieur Ngana Djahamala. Il est sociologue. Il vit au Cameroun. Il est à cheval entre le Cameroun et bien sûr le Tchad. Il est militant du parti du président Idriss Déby Itno. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir monsieur Ernest Obama. Je suis tellement ravi de pouvoir m'asseoir à côté d'un grand journaliste comme vous, de prendre un débat. Je n'imaginais pas d'être à côté de vous, étant donné que à travers votre plébiscité qu'on écoute souvent partout dans les médias, et c'était une aubaine pour moi de pouvoir m'exprimer en tant que celui qui défend le candidat du président Idriss Déby Itno, du maréchal du Tchad, bien évidemment. Alors, vous suivez quand même à distance ce qui se passe au Tchad. Vous allez voter où, à l'ambassade ici au Cameroun? Je suis en temps réel et le moment prévu, je prendrai le vol pour le pays pour aller voter mon candidat avant de revenir. Compte tenu des problèmes que le Tchad vit actuellement et aussi du problème de Covid que chaque État essaie de gérer, je pense que les diplomaties à l'extérieur n'ont pas l'habilité de pouvoir organiser les élections présidentielles, les élections de vote présidentiel, bien évidemment. D'accord, merci d'être avec nous sur le plateau. Ce soir, on accueille un aîné dans la profession, un panafricaniste dans l'âme. Il est directeur des publications. Il est parmi ceux qui ont donné vie à la presse privée au Cameroun. Nous avons le privilège, l'honneur et surtout l'avantage d'avoir avec nous ce soir le patriarche Biloua Aïssi. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir M. Obama, bonsoir mes copanélistes. Je salue les techniciens qui savent faire pour que nous soyons visibles, audibles. Je salue le Cameroun et je salue l'Afrique parce que c'est de cela qu'il s'agit. Lorsqu'on parle d'un panafricain, ça veut dire que quelqu'un qui a une vue sur l'Afrique et cette vision qui veut que l'Afrique soit libérée, que l'Afrique soit véritablement indépendante et souveraine. Merci d'être avec nous sur le plateau. Vincenzo Guijoy est consultant à BNews 1. Vous le voyez régulièrement tout le matin dans le cadre de la matinale présentée par Albertine Bichaga et depuis quelque temps par Constant et Collé. Vincenzo, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir monsieur Ernest Obama. Je dirais également bonsoir à notre ami tchadien qui représente ici ce que je vais qualifier de prolongement du président candidat Déby. Je lui souhaite la bienvenue parmi nous. Bonjour aux autres copanélistes. On dira également bonsoir à tous les millions de téléspectateurs. Merci d'être avec nous. Constant Ecolé est l'un des responsables de BNews 1. Il est le directeur d'antenne. Il présente la matinale tous les matins. Une matinale que vous aimez très bien. Constant, bonsoir. Bonsoir Ernest. Bonsoir à tous les téléspectateurs qui j'ai tout simplement le plaisir de retrouver le soir. C'est vrai, vous le dites, nous sommes souvent très tôt là le matin. Et nous sommes partis à une certaine heure. Madame ne se plaint pas? Bon, madame a choisi de travailler. De vivre avec un journaliste. Elle connaît bien le métier que nous avons choisi d'exercer. Du coup, il n'y a pas de souci. Elle m'accompagne tout simplement à redoubler d'ardeur et beaucoup d'efforts au travail. Je vous suggère de retrouver dans nos machines le sommaire de l'émission qui a été préparé par Jolie, Agathe et Binon. On se retrouve derrière. Voilà.
Bonsoir, madame, monsieur. Au sommaire d'Obama Time ce soir, en pause actu, la Cour suprême internationale prononce l'acquittement de l'ancien président Laurent Gbagbo, reconnu non coupable de crimes ayant fait 3000 morts en Côte d'Ivoire. Une décennie après, comment envisager le retour de l'ancien chef de l'État dans un pays où plane toujours l'ombre d'une nation meurtrie par les violences politiques depuis plus de 20 ans? Un autre arrêt, en grande partie, Ernest Obama et son panel reviennent de bout en bout sur l'élection présidentielle au Tchad. Au centre des discussions, une question fondamentale, Idriss Déby Itno est-il imbattable? Avec Constant Écolé, Bisenzo Ngidjo, tous deux journalistes, Bilou Aïssi, directeur de publication et un citoyen de la République du Tchad, les panélistes évaluent les chances du maréchal de brigade un 6e mandat au soir du 11 avril 2021. Forgé en véritable guerrier sur les questions du G5 Sahel, la crise libyenne, la lutte contre Boko Haram, transformant le visage de N'Djamena et luttant efficacement contre la pauvreté et la corruption, les différents reportages retraceront le parcours et les œuvres de cet homme d'État ayant résisté à 6 tentatives de renversement. Face aux 6 candidats dont Félix Nyabel Homadunga, officiellement chef de file de l'opposition, le fédéraliste Brice Baymon, l'ancien premier ministre Parimi Padaguet Albert et l'ancienne ministre Lydienne Bessamba, première femme candidate à une élection présidentielle dans le pays, sans oublier l'ingénieur Yombombe Théophile et l'entrepreneur Aladoum Balthazar, Idriss Déby Itno réussira-t-il une fois de plus à convaincre le peuple tchadien? On parlera de la présidentielle tchadienne dans la deuxième partie du programme avec Albertine Bichaga qui est en N'Djamena au Tchad qui suit pour nous cette élection présidentielle. Elle a fait le tour, elle nous parlera tout à l'heure dans la deuxième partie du programme du pavoisement par le parti Idriss Déby Itno. Il me disait au téléphone cet après-midi qu'on a l'impression qu'il n'y a qu'un seul candidat puisque c'est lui qui est visible. On écoutera le reportage de Albertine Bichaga. On parle donc d'abord ce soir de la libération, tout au moins de l'acquittement de Laurent Gbagbo et de Blé Goudé, accusés de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Ils ont été acquittés aujourd'hui car la Cour pénale internationale, les réactions sont vives de part et d'autre. La joie est immense. On va d'abord peut-être avant d'écouter les réactions sur le plateau, voir le reportage qui a été préparé par la rédaction centrale de BNews 1 et il porte la signature du rédacteur en chef Donald Agnouzwa. Suivez. La Cour pénale internationale a donc fait taire les supputations autour de la libération de Laurent Gbagbo et de son ancien ministre Charles Blé Goudé. La Cour, dans son intime conviction, a confirmé ce mercredi 31 mars l'acquittement prononcé en 2019 de l'ex-président ivoirien et de l'ex-chef du mouvement des jeunes patriotes reconnu non coupable de crimes contre l'humanité. En confirmant l'acquittement des 2 hommes par ailleurs présents à l'audience de ce mercredi, la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale écarte la tenue d'un procès en appel et acclôt l'affaire près de 10 ans après l'ouverture du dossier. En clair, et à la majorité, la Chambre rejette l'appel du procureur et confirme la décision de la Chambre en première instance. Par cet acte, la Cour pénale internationale abroge toutes les conditions restantes à la libération de Laurent Gbagbo et de Blé Goudé. Le juge, pour être totalement complet sur le sujet, a ordonné aux fonctionnaires du tribunal de prendre les dispositions pour le transfert en toute sécurité de Laurent Gbagbo et de Blé Goudé vers le ou les États d'accueil. La décision de la Cour pénale internationale sur l'appel de l'accusation était attendue en Côte d'Ivoire, où l'ombre de Laurent Gbagbo plane toujours, malgré ses 11 ans d'absence sur la scène politique du pays qu'il a dirigé de 2000 à 2010. Alors on va d'abord recueillir les réactions à chaud. D'abord le patriarche Bilou Aïssi, c'est une décision qui vous surprend aujourd'hui, celle de l'acquittement de Laurent Gbagbo et de Blé Goudé. Elle ne me surprend pas parce qu'elle aurait pu me surprendre, parce qu'on a toujours une mauvaise idée de la CPI, puisque le Cameroun, l'Afrique et même le monde estiment, évidemment en dehors de l'Occident, estiment que ce n'est pas un tribunal, mais ce n'est pas une juridiction qui dit le droit, mais une juridiction, entre guillemets, qui fait la politique. Donc, avec le temps que ça a duré, on se demandait est-ce qu'on ne va pas prolonger cette déportation, parce qu'il faut le dire aujourd'hui. Déportation? Oui, oui. Blé Goudé et le président Gbagbo ont été déportés, ça c'est clair. Parce que vous avez
un litige qui oppose deux parties. On ne juge qu'une partie et l'autre est complètement absurde. Non, il y a... Aujourd'hui, on est content. Tout le monde est content parce que, au moins pour une fois, on pense que le droit a été dit. Le droit a été dit parce que on se posait la question comment une juridiction comme celle-là ne respecte pas sa jurisprudence. Parce que lorsqu'on se réfère à l'affaire Bemba, on se rend compte que lorsqu'il avait été acquitté, il est rentré chez lui, mais ce n'était pas le cas du président Gbagbo et du ministre Blé Goudé. Donc aujourd'hui, le droit a été dit parce qu'il fallait réparer cette faute, il fallait la réparer. Parce qu'on a préparé un dossier qui n'avait rien de consistant. Et on a vu, je ne sais pas si tout le monde avait vu cette vidéo, qui est devenue d'ailleurs virale, lorsqu'on voulait concocter des faits pour les mettre sur le dos de l'ancien président. On tirait à blanc sur les femmes qui tombaient. Et malheureusement, elles ne savaient pas jouer le jeu. Il y en avait qui ont voulu se lever avant. On dit non, ne vous levez pas. Ne vous levez pas encore. Ça veut dire que les morts qu'on a montrés étaient des morts fictifs, des morts fabriqués, des pseudo-morts. Donc, aujourd'hui, au moins, on a dit que le président Gbagbo et le ministre Blé Goudé n'étaient pas responsables de la catastrophe qui a atteint nos frères ivoiriens. Parce que 3000 morts, c'est pas rien. Donc, aujourd'hui, tout le monde est content parce que le président Gbagbo et le ministre Blé Goudé sont libres. Mais il reste quand même un hic. Le hic, c'est lequel? On parlera du hic tout à l'heure parce que si 3000 personnes sont décédées et que M. Gbagbo et M. Blé Goudé sont innocentés, ça veut dire qu'il y a certainement un responsable qui est toujours en liberté. On revient à vous tout à l'heure, cher René. Constant, la réaction à chaud, tout le monde on attendait l'acquittement, mais cette décision intervient dans un contexte particulier. Il y a eu entre-temps le décès de celui qui devait être candidat du parti de M. Alassane Dramane Ouattara à la dernière élection présidentielle. On croyait qu'il sera remplacé par Ahmed Bakayoko. Le président lui-même, il est revenu, il a fait volte-face, il s'est présenté à la présidentielle, il l'a gagné. Ahmed Bakayoko, qui a été désigné Premier ministre, est décédé. C'est une libération qui intervient dans un contexte un peu, on ne dira pas macabre, mais funeste en Côte d'Ivoire et qui vient redonner un peu une certaine lueur d'espoir, une certaine vie à l'univers politique ivoirien. Je pense pour ma part que la nouvelle telle qu'elle est tombée dans l'après-midi est saluée par nombre d'Ivoiriens qu'on a d'ailleurs vu sur quelques images festoyées autour de l'ancienne première dame de la Côte d'Ivoire. Je voudrais parler ici de Simone Barbeau. Laisse tout simplement croire que les Ivoiriens ont eu de quoi s'essuyer un peu les larmes après les tristes événements de ces dernières semaines en Côte d'Ivoire. Donc, mais il faut dire que, parlant de Laurent Gbagbo, dont l'acquittement avec son coéquipier de toujours, ou alors son complice, ou alors on dirait tout simplement son fidèle de tous les temps, s'annonçait déjà. Parce que quand Laurent Gbagbo est mis, a été élargi et s'est retrouvé exilé à Bruxelles sous liberté conditionnelle, son retour déjà s'annonçait au pays. Il faut dire que ces derniers temps, même la Côte d'Ivoire et même le gouvernement en place s'est montré un peu favorable à son retour au pays, mais ne savait pas seulement parce que quand lors du dernier congrès, je ne sais pas, lors de la dernière assemblée générale du CPI, le parti de Laurent Gbagbo, il y a quand même que le secrétaire général de ce parti avait annoncé déjà le retour. FPI, je crois bien. Le Front populaire ivoirien, FPI, le FPI, voilà. Front populaire ivoirien. Dirigé actuellement par M. Afinguessan, qui est contesté. Mais qui aujourd'hui est tenu par le secrétaire général, qui est l'homme le plus puissant du parti aujourd'hui. Donc quand il a annoncé le retour de Laurent Gbagbo en mi-mars, ça veut dire qu'il y avait déjà quelque chose qui se préparait. Et ce quelque chose qui se préparait ne pouvait être fait, à mon avis, que par les nouvelles personnes arrivées à la Cour pénale internationale après donc, le départ de Mme Bensouda. Ce n'est pas elle qui pouvait quand même être là aujourd'hui à libérer. Il faut dire que, comme le patriarche le disait tout à l'heure, il y a ce petit jeu politique qui se fait et non pas la justice. Donc on ne peut quand même pas laisser une personne qui est accusée faire volte-face, c'est-à-dire que pendant que vous
vous accabler un président que vous inculpez et revenir encore dire qu'il est innocent. Ça aurait montré tout simplement que la justice, véritablement de ce côté-là, n'est pas sérieuse. Donc le départ de Bensouda, c'était pour préparer la libération ou l'acquittement de M. Laurent Gbagbo. Vincenzo, vous cette libération, on a vu les réactions notamment dans la rue d'Abidjan en Côte d'Ivoire. On verra tout à l'heure la réaction au domicile de Mme Gbagbo. Je pense que normalement, on a également la réaction de Mme Gbagbo. Si Verlin regarde bien, et on devrait la voir. Comment vous avez réagi après cet acquittement? Écoutez Ernest, en tant que panafricain, grande était ma joie. Grande était ma joie tout simplement parce que je suis de ceux qui ont toujours pensé que cette justice qui a été appliquée à Gbagbo était tout simplement la justice des vainqueurs. Était tout simplement la justice des vainqueurs, eu égard déjà aux chefs d'accusation qui lui ont été collés, notamment crimes contre l'humanité et crimes de guerre. En matière pénale, ce sont des chefs d'accusation extrêmement graves. D'aucuns ont l'habitude de dire expressi verbis, tout simplement pour dire le dossier d'accusation était vide. Le dossier d'accusation était vide tout simplement parce que Madame la procureure de la CPI, Fatou Bensouda, n'a pas pu apporter les preuves de la charge de ce que le président Gbagbo et son poulain Blé Goudé étaient coupables d'une manière ou d'une autre. Résultat des courses aujourd'hui, le président Gbagbo et son poulain notamment ont été acquittés en première instance déjà et confirmés par la chambre d'appel. Et j'ai envie de vous rassurer, à l'heure où nous parlons, le président Gbagbo et M. Blé Goudé ne pourront plus être poursuivis par le moindre tribunal, ni même encore par la CPI, au nom du principe juridique non bis in bidem, qui suppose que on ne peut pas être poursuivi deux fois pour les mêmes faits. Donc, ce qui s'est passé aujourd'hui remet même en cause l'activité de cette CPI. Il y a des condamnations antérieures quand même en Côte d'Ivoire, hein, peut-être je me trompe. Oui, ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. Et je pense, bon, on l'accuse de braquage de banque. Il va falloir déjà ouvrir le procès de ce côté. Et le doyen, M. Haïssi l'a dit tout à l'heure, la justice n'est jamais dénouée de politique. Et je pense qu'à ce niveau, connaissant le président Gbagbo d'une certaine manière, c'est un animal politique, je crois qu'il négociera très bien cette affaire avec le président Ouattara. Monsieur Gane, excusez-moi. Oui, bien évidemment. Je pense que ce qui s'est passé à l'heure actuelle au niveau de la cour de Haye, c'est déjà une grande fête en Côte d'Ivoire. Parce que la population ivoirienne vit une fête qui, dans la mesure où ils ont vu que Blé Goudé et le président Gbagbo ont été acquittés pour la deuxième fois parce que les faits qui ont été reprochés n'ont pas été établis avec une juste mesure par ceux qui les ont accusés. Je pense que dans cet élan, le patriarche a déjà soutenu cette thèse en disant que les Ivoiriens peuvent actuellement se sentir mieux à l'aise pour écouter maintenant ce que Gbagbo et Blé Goudé peuvent leur dire en fonction de l'avenir politique de la Côte d'Ivoire. Allons voir la réaction à domicile chez Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, son épouse et tous les fans qui sont venus. Et si la régie permet, on va écouter cette vidéo filmée par une caméra amateur. Mais à chaud, la première chose, j'exprime ma joie. Je suis très, très, très heureuse. Je suis satisfaite. Je pense que nous arrivons au terme de toute une péripétie d'épreuves qui n'auraient même pas dû être. Donc, vraiment, gloire à Dieu. Gloire à Dieu parce que, enfin, la vérité est dite, la justice est faite. Gloire à Dieu. Je voudrais dire merci à tous
tous les Ivoiriens qui partout sous tous les cieux ont combattu, ont battu les pavés, se sont engagés, ont engagé même quelquefois leur sécurité, leur santé, pour que nous arrivions enfin à ce résultat-là. Merci à tous les Africains, de toutes les nations. Ils se sont investis pour une fois. Cette cause-là, elle a été une cause entièrement africaine. Merci aux organes de presse. Merci à toutes les institutions qui, d'une manière ou d'une autre, sont intervenues. Quelquefois, ça a été dans la discrétion. D'autres fois, ça a été dans des médias, etc., sur des antennes, sur des ondes, pour qu'aujourd'hui, nous obtenions ce résultat. Merci et bravo au président Gbagbo lui-même. Merci et bravo au fils Blegoudé. Ce sont eux qui étaient au devant du combat, au devant des épreuves. Ils ont tenu jusqu'à aujourd'hui. Merci à eux, félicitations à eux. Que Dieu nous bénisse tous, que Dieu bénisse tous les Africains, que Dieu bénisse les Noirs. Parce que nous venons d'obtenir une victoire qui est une victoire extrêmement importante, extrêmement historique pour toute la race noire, pour toute la civilisation noire. Que Dieu vous bénisse. Madame la Première Dame, aujourd'hui que le président Laurent Gbagbo est libéré, quel message pouvez-vous lancer au gouvernement pour faciliter son retour en Côte d'Ivoire? Mais le président Gbagbo est libéré, il doit rentrer chez lui. Je me dis que le gouvernement même doit prendre les devants pour aller le chercher de la même manière qu'ils ont mis un avion pour le déporter. Ils doivent maintenant affréter un avion pour aller le récupérer, le ramener rapidement chez lui. Je compte sur eux. Je compte sur le gouvernement tout entier. La main tendue de Madame Gbagbo au gouvernement ivoirien, donc on espère qu'un avion sera du moins affrété pour aller récupérer, prendre donc le président à présent Laurent Gbagbo et son ministre Constant. Ça vous convient de regarder un peu l'ambiance au domicile de M. Gbagbo lorsque la sentence a été lue, prononcée? Est-ce qu'à la région on peut avoir cette image-là? Comment les gens ont réagi au domicile de M. Gbagbo? Elles sont belles ces images au domicile de M. Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, son épouse Mme Simone Gbagbo qui était en joie. J'espère que Verlaine retrouvera les images de l'interpellation de M. Gbagbo et son épouse à l'époque, les photos qui ont été prises par les soldats. Je vous connais proche de M. Gbagbo. Est-ce que vous avez eu un des membres de la garde, tout au moins des proches de Laurent Gbagbo, après à se prononcer ou cette libération, cet acquittement ce soir? Si, j'ai appelé le porte-parole du président Gbagbo. Je le disais tout à l'heure, je lui ai même suggéré puisque le président Gbagbo a maintenant la latitude de choisir un pays d'accueil, en attendant évidemment que
la fameuse condamnation à 20 ans là, soit amnistiée, je lui ai dit que le Cameroun, je ne parle pas, je n'ai pas été mandaté, mais en tant que Camerounais, je souhaiterais que le président Gbagbo vienne passer ce temps-là au Cameroun. Je lui ai dit. Ils étaient contents, ça l'a amusé, dit oui, les médias camerounais ont fait une bagarre, j'allais dire une guerre véritable pour M. Gbagbo. Il serait comme une sorte de récompense qu'ils viennent chez nous. Alors, quels sont aujourd'hui, il n'est pas libéré seul, hein, il y a également Blé Goudé, puisqu'on parle beaucoup plus de M. Laurent Gbagbo. Quelles sont les chances des deux de revenir dans la vie politique ivoirienne? L'élection présidentielle a eu cette année, il me semble que là-bas c'est 5 ans. C'est 5 ans. 5 ans, il faut encore attendre 5 ans pour voir... Bon, mais disais, il y a un artiste camerounais qui, quand il va en prison en 2008, on lui dit qu'il sortira en 2011. Et pour se consoler, lui-même avait écrit sur les t-shirts qu'il a partagé à ses partisans. Il a dit 2011, c'est déjà demain. Comme pour dire que 4 ans, on est déjà... 5 ans, c'est déjà demain. Ce n'est plus trop long. Et le temps en politique, si jamais Laurent Gbagbo venait à retourner chez lui au pays, ça lui donnerait bien le temps de recomprendre, de recomposer et de reconstituer véritablement ses troupes pour les batailles futures. Je pense que Blé Goudé aujourd'hui est plébiscité comme ceux-là même parmi ceux qui vont diriger la Côte d'Ivoire de demain. Bon, c'est vrai que son alter ego des couloirs de l'université, lui, est aujourd'hui en difficulté avec... à l'exil. En exil. Il ne se sent pas en difficulté, il a plutôt remercié le Seigneur. Il dit que s'il avait été sur place, il ne serait peut-être plus là. Au regard des derniers événements, il a remercié le Seigneur. Lequel Seigneur venait d'ailleurs d'être remercié encore par l'ancienne première dame, Madame Gbagbo, qui dit combien le diable a été vaincu, comme pour dire qu'elle avait tout mis dans les mains du Seigneur parce que, comme on dit en Côte d'Ivoire là-bas, tout appartient à Dieu, appartient à la rétribution donc des méchants. Aujourd'hui, je pense que c'est une nouvelle ère qui se dessine quand même pour les partisans de Laurent Gbagbo qui ont trop attendu et qui déjà, lors des dernières consultations électorales, étaient plutôt mal en voyant qu'eux n'avaient pas gagné des bons scores de ce côté-là. Je pense que c'est une nouvelle ère et on attend tout simplement de voir. Mais on dit maintenant que Laurent Gbagbo vienne à vivre au Cameroun, je pense tout simplement que ce sera quelque chose de bien. Les médias camerounais ont beaucoup parlé de la crise en Côte d'Ivoire, la crise post-électorale en Côte d'Ivoire. Je pense que le Cameroun et la Côte d'Ivoire étant deux peuples frères, ce serait tout simplement bien pour la diplomatie. Et ce qui est impressionnant dans ces 10 ans de procès, c'est que ils ont toujours dégagé une certaine sérénité, que ce soit le président Gbagbo ou le ministre Blé Goudé. Ils croyaient, ils clamaient leur innocence. Moi, particulièrement, j'ai été séduit par Blé Goudé lors de l'un de ses passages au tribunal à la CPI. J'ai eu le privilège d'interviewer le président de l'Assemblée nationale, l'ancien président, le français Premier ministre Guillaume Soro, fasciné par son intelligence. Mais Blé Goudé a laissé tout le monde pantois après l'un de ses passages à la CPI où il a parlé pendant pratiquement 1 heure de temps. On a pu avoir un extrait de ce passage de Blé Goudé à la CPI, un discours qui a impressionné le monde entier. Regardez. Le président Laurent Gbagbo, je ne peux pas me renier, je le connais et je suis fier de le connaître. La justice, il ne faut pas la fuir. Surtout quand on ne se reproche rien. En tout cas, moi, Monsieur le Président, dans mes relations avec mes concitoyens, aucune goutte de sang n'écrit contre moi. Aucune. C'est pourquoi je me tiens devant vous avec assurance, avec confiance. Parce qu'aucune goutte de sang n'écrit contre moi. Beaucoup de personnes accusent la CPI d'être une cour politique qui jugerait déjà les leaders politiques ivoiriens ou africains qui y sont transférés avant même que ceux-ci ne soient jugés. Vous avez bien fait, Monsieur le Président. Vous avez très bien fait, dès l'ouverture de ce procès, d'indiquer l'impartialité avec laquelle votre cour entend diriger ce procès. Cela va rassurer beaucoup de monde. Quant à l'accusation, malheureusement, elle transporte au sein de la cour les thèses de propagande
des médias proches et favorables à nos adversaires politiques et de tous leurs relais qui, à travers divers articles de presse et autres rapports, nous avaient déjà jugés et condamnés, mon co-accusé et moi, avant même que votre cour n'ait statué sur les faits allégués contre nous. Une telle pratique, nous n'avons pas le droit, Monsieur le Président. Elle suscite donc beaucoup d'inquiétudes et elle soulève beaucoup d'interrogations. Blé Goudé, impressionnant, hein, Vincenzo? Tout à fait impressionnant. Et il donne même l'impression qu'il savait pertinemment que la justice sera rendue en leur faveur. Et il nous donne raison, à nous autres, qui avons toujours cru à leur innocence. Bon, maintenant, est-ce que Laurent Gbagbo a un avenir politique? De deux choses l'une, M. Obama. Soit il sera animé par un sentiment de vengeance, auquel cas il ira de lui-même. Et connaissant, ou alors, lorsque vous connaissez pertinemment qui est Laurent Gbagbo, vous pouvez lui faire confiance à ce niveau. Soit il pratiquera également la transition générationnelle et il propulsera son poulain Blé Goudé. Oui, mais... L'espace est quand même, de manière naturelle, biologique, l'embouteillage est passé parce qu'il y avait quand même des têtes. Ahmed Bakayoko, Guillaume Soro, aujourd'hui Blé Goudé et Laurent Gbagbo arrivent sur... oui, Golf Koulibaly également. C'est assez vite là, ils peuvent je pense que l'aura de Laurent Gbagbo et la légitimité dont tu jouis. Désormais? Oui, il jouit d'une légitimité depuis même son incarcération. Il continue à jouir de la légitimité parce que moi j'estime qu'il est même la figure totémique du parti FPI, Front Populaire Ivoirien. Tout à fait. Donc j'étais en train de dire, soit il propulsera son poulain Blé Goudé, maintenant ils vont se heurter à la nouvelle cosmogonie politico-sociologique. Et il va falloir s'en approprier parce que entre-temps, depuis 10 ans qu'ils sont incarcérés, beaucoup doivent couler sous le pont. Beaucoup doivent couler sous le pont, mais ils sont encore très aimés en Côte d'Ivoire, M. Ngané. J'ai prononcé bien cette fois-là? Oui, bien évidemment. C'est ça même le nom. C'est M. Ngané. D'accord, allez-y. Ok, je pense que l'avenir de Blé Goudé sera un avenir meilleur parce qu'il est dans le monde du populisme. Dans la mesure où la société ivoirienne en globalité est en train de fêter le retour, soit de l'acquittement de ces deux personnalités, de ces deux figures politico-sociales ivoiriennes. Dans cette mesure, je ne vois pas ce qui peut freiner l'avenir politique de Blé Goudé qui est encore jeune et qui a encore plus d'avenir en Côte d'Ivoire. Dans 5 ans, vous voyez Laurent Gbagbo candidat à l'élection présidentielle? Laurent Gbagbo a déjà atteint un certain âge où je penserais qu'à travers la confiance qu'il a avec Blé Goudé, il devrait, comme il le pensait, pousser le poulain. La sérénité que Laurent Gbagbo a envers Blé Goudé, je pense qu'il va lui donner le flambeau. D'accord, ok. Il y a quand même, monsieur Blois, ici on va sortir par là, on s'est rendu compte qu'il y a comme les réactions sont les mêmes, c'est des soutiens qui viennent de partout, des gens qui sont contents de voir monsieur Laurent Gbagbo libéré. Jusque-là, je me trompe peut-être, on n'a pas eu de réaction du gouvernement ivoirien officiellement? Ça va être difficile d'avoir la réaction du gouvernement, puisqu'on sait, tout le monde l'a dit sur ce plateau, le président Gbagbo reste encore redoutablement populaire. Et s'agissant de son avenir politique, je ne crois pas, il est très intelligent, ça personne ne peut le lui contester, et je crois qu'il sait qu'il est l'outil essentiel de la réconciliation des Ivoiriens. Et il peut jouer ce rôle et laisser son fils Blé Goudé faire de la politique, c'est-à-dire se présenter, par exemple. Nous l'avons dit, il sait qu'il a déjà pris de l'âge et qu'il serait souhaitable que ce soit Blé Goudé qui prenne la présidence de la République en Côte d'Ivoire, puisque c'est, j'allais dire, il a moulé ce monsieur
Et il sait, il peut lui faire confiance. Et je crois qu'il laissera Blé Goudé se mettre à l'avant-scène, mais lui, avec sa popularité, arranger les choses pour que Blé Goudé prenant le pouvoir, que les Ivoiriens se réconcilient. Parce que cette réconciliation est fondamentale. Le tribunal a bien fait aujourd'hui, mais la déportation de ces deux-là a vraiment fait une scission en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que il y a eu deux Côtes d'Ivoire. Une Côte d'Ivoire pour M. Alassane Dramane Ouattara, qui jouait avec les moyens de celui qui est au pouvoir, et une autre Côte d'Ivoire pour le président Gbagbo, parce que cette partie-là l'aimait vraiment et avait confiance en lui. D'accord, je rappelle que à ceux qui nous suivent, notamment sur la toile, qui peuvent nous envoyer leurs réactions, qui seront automatiquement lues en direct, comme Anne-Viviane Bala qui nous écoute. Alors, je suis d'accord, bon, pas d'accord, j'ai quand même l'impression que votre avis sur la question est pertinent, parce que le retour de Gbagbo et de Blé Goudé en Côte d'Ivoire, il y avait déjà une négociation qui était en cours. C'est M. Ahmed Bakayoko, le Premier ministre, qui devait être l'intermédiaire entre le gouvernement et les opposants. Le président Alassane Dramane Ouattara a nommé un Premier ministre. Il y a des tractations en cours pour la composition du gouvernement. D'ailleurs, l'actuel président contesté du FPI, M. Afin-Guessan, on a appris qu'il souhaiterait entrer dans le gouvernement. Il a d'ailleurs reçu des messages pas du tout gais, des gens qui ne sont pas contents qu'il se rapproche facilement de celui qui a été nommé Premier ministre en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que la libération de l'acquittement de M. Gbagbo, la libération, peut apporter dans l'univers politique ivoirien? Je pense que le retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, notamment si on s'en tient aux choses qui se disent, je suis Pascal Afin-Guessan, dont les uns n'apprécient pas beaucoup son rapprochement du pouvoir, va devoir créer là, à un certain moment, la scission. Parce que comme le disait Vicenzo tout à l'heure, 10 ans hors du pays, 10 ans en prison, il va sans dire qu'il y a beaucoup d'eau qui a coulé sur le pont et il y a beaucoup de choses également qui se sont passées sur le terrain. C'est dire quoi? C'est dire que si, comme on le faisait tout à l'heure, les valeurs de pronostic, si on peut dire ainsi, comment Laurent Gbagbo peut à un moment se reculer et faire avancer son poulain, c'est pas tout le monde aujourd'hui qui, au sein du FPI, va vouloir quand même l'ascension d'un certain Blé Goudé. Il y a d'autres personnes qui aimeraient bien s'affirmer et ça va créer un peu de désordre. C'est un peu comme ce qu'on vit dans notre environnement ici, où un leader d'un parti politique, aussitôt qu'il a déclaré son départ à la retraite, on a vu des voix qui ont commencé à s'élever et du coup, ça ne fera pas bien pour la sérénité du parti. C'est vrai quand même que Laurent Gbagbo demeure populaire, mais il va falloir déjà que les uns et les autres se rendent. C'est vrai, il est le symbole même de la réconciliation que les Ivoiriens veulent aujourd'hui, parce qu'il est toujours demeuré le fils du pays. Les uns et les autres ne sont pas en train de voir une Côte d'Ivoire sans Laurent Gbagbo. Comment est-ce que ça va se passer? C'est la question que les uns et les autres se posent. Il va tout simplement attendre. Il va falloir attendre que les uns qu'ils retournent au pays et que peut-être ils rentrent dans le jeu politique. Cesser à la réconciliation, réconcilier les Ivoiriens, avant donc maintenant de jeter les dés pour la suite. Merci beaucoup. On va rappeler quand, vers la fin du programme, on fera le point des réactions des gouvernements et des chefs d'État africains sur l'acquittement de Laurent Gbagbo. Notre ami et consoeur journaliste Kamga est en train de s'occuper de cela. Je pense qu'on va, comme on a deux sujets aujourd'hui, on va s'arrêter là. Pour permettre du moins à notre cinquième invité, Jean-Patient Tchala, qui est le responsable des médias sur place ici à Yaoundé, de venir s'installer. Mais avant, Delphine à Siga, elle avait le choix entre faire un portrait du président candidat à l'élection présidentielle Idriss Déby Itno ou alors lui rendre simplement hommage. On a l'habitude en Afrique de voir qu'on rend hommage à certains quand ils ne sont pas là, mais il faut aussi rendre hommage à certaines personnalités quand elles sont encore en vie pour qu'elles puissent voir que la société, que le peuple, leur peuple et que ceux qui sont des leaders croient en leurs projets, croient en leurs investissements, croient en leur œuvre et qu'aujourd'hui ils peuvent le reconnaître à travers ce reportage qui est une sorte l'hommage rendu au président tchadien Idriss Déby Itno pour son action notamment dans la lutte contre Boko Haram et pour tout ce qu'il a fait poser comme acte en Afrique centrale et au Tchad. Hommage à Idriss Déby Itno, signature Delphine Asiga.
Ce 11 avril, les Tchadiens devront élire le nouveau président pour un mandat de 5 ans. Idriss Déby Itno est le candidat porté au sommet de cette présidentielle selon plusieurs sondages. C'est de bon ton puisque le président sortant qui a poussé ses premiers cris en 1952 dirige de main de fer le Tchad depuis 30 années déjà. Combattant infatigable du terrorisme, Idriss Déby Itno, fait maréchal en 2020, a su redresser le pays depuis son accession au pouvoir en 1990. Parmi ses chantiers d'Hercule, la couverture sanitaire et la gratuité des soins pour la mère et l'enfant, les urgences, les malades atteints du VIH-Sida et la poliomyélite. D'après le rapport d'État du système éducatif national, en 2016, 30% des candidats au baccalauréat étaient des filles. C'est le résultat d'un long combat mené par la politique présidentielle de Déby Itno qui milite farouchement pour l'éducation de la jeune fille. Une priorité du président qui doit son succès à la pénalisation du mariage précoce, raison majeure de l'abandon scolaire de la gente féminine tchadienne. Hommage à toutes les femmes victimes du mariage précoce. Après l'effondrement des cours du brut, ajouté au niveau élevé de corruption dans le pays, le visionnaire a entrepris d'importantes réformes dans le but de redresser l'économie nationale. Convaincu que la diversification de l'économie serait un grand atout, le numéro 1 du Tchad a misé sur l'agriculture, l'élevage, les pêches et l'exploitation minière. Pour stopper la saignée de la corruption et des détournements de deniers publics, Idriss Déby Itno a lancé une vaste opération anticorruption baptisée Opération Cobra. Grâce à cette dernière, environ 25 milliards de francs CFA ont été recouvrés et les voleurs à col blanc ont subi les affres de la justice. En 2001, le Tchad est classé parmi les pays les moins avancés du continent africain. Après une remontée fulgurante, le pays occupe désormais la 3e place de l'Africa Performance Index, outil de notation et de classement des institutions du secteur public en Afrique. Ces nombreuses prouesses, Idriss Déby Itno les doit à sa témérité. En effet, le président tchadien a connu des murs et des pas-murs sur le chemin du Palais Rose de N'Djamena. Après ses études secondaires à N'Djamena au Tchad, il entre à l'école d'officiers de la même ville avant de s'envoler pour la France. À son retour en 1979, il est diplômé en aéronautique. Idriss Déby s'est créé un destin présidentiel. Entre 1980 et 1984, il participe au mouvement de rébellion contre le régime de Goukouni Ouédé. En désaccord avec le nouveau pouvoir, il s'exile au Soudan et crée en 1990 le mouvement patriotique du salut. La même année, ses forces s'emparent de la capitale politique et renversent Hissène Habré du fauteuil présidentiel. De militaire à homme politique, le maréchal a pris le pouvoir le 4 décembre 1990. Il est officiellement maintenu à la tête du Tchad grâce aux élections remportées en 1996, en 2001, 2006, 2011 et 2016. Malgré les coups d'État manqués depuis son accession à la tête du pays, le fils du berger reste imperturbable, attendant certainement de briguer un 6e mandat. Idriss Déby Itno, candidat donc du mouvement patriotique, dit salut. L'élection présidentielle est prévue le 11 avril prochain, c'est bien ça, je ne me trompe pas. Quels sont, quand vous vivez la fièvre de la campagne sur place ici au Cameroun, quelles sont les chances du président Idriss Déby Itno, selon vous? Oui, les chances sont très certaines parce que il y a toute une mobilisation un peu de la part de la diaspora, que ce soit à l'intérieur du Tchad, où le président lui-même il s'est mis en œuvre pour passer de ville en ville et des grands centres urbains pour pouvoir ne serait-ce que plébisciter son image personnellement. Au-delà de ça, il y a tous les partisans du parti qui sont aussi mis en œuvre pour pouvoir plébisciter aussi son image. Donc vous êtes tranquille, alors vous croyez à cette victoire du président Idriss Déby. On a été rejoint par Jean Patient Tchala. Bonsoir Jean Patient, comment vous allez? Bonsoir Agnès, ça va très bien. Je confesse que je suis confus parce que vous savez à Magic FM. Non, je suis à Royal FM. Royal FM, voilà. Royal FM depuis 2017. Ouais. Voilà, directeur de l'information actuellement. Et content d'être là.
Voilà, merci d'être avec nous. Comment se porte Royal FM justement? Très bien, nous sommes disponibles sur la toile. On peut regarder nos émissions en direct sur Facebook. Nous sommes en mode radiovision. C'est la web radio. C'est clair. Voilà. Donc nous travaillons, comme vous le savez, depuis des années. Donc faisons ce qu'il faut. Le président Idriss Déby Itno peut-il être battu? Je ne voudrais pas être un empêcheur de tourner en rond pour mon frère qui représente le parti de M. Déby. Parce qu'en réalité, il n'y a pas de compétition. Malheureusement, il n'y en a pas au Tchad. Il n'y a pas de compétition. Après avoir carrément sucré Success Masra, c'est terminé. Avec ce large sourire, j'ai vu le président Déby recevoir ce seul challenger qui était le plus important, le plus sérieux de tous ceux qui sont aujourd'hui en compétition. Mais carrément, il a été mis à la touche. Sur 16 candidats qu'il y avait au départ, qui étaient face à M. Déby, il n'en reste que 6 en réalité. J'ai, dans un premier reportage que vous avez diffusé ici, je crois que les noms ont été cités par votre collaboratrice. Et parmi ces noms, il y a une dame. Mais parmi ces 6, il n'y a personne en réalité qui peut challenger Idriss Déby. Il n'y a personne en face. Non, il n'y a personne. Ça veut dire que le président est fort alors. C'est du tout cuit. Vous comprenez? Il y a des opposants qui ont été, je mets entre guillemets le mot massacré, par la soldatesque de M. Déby, qui, allant dans les domiciles, allant dans les sièges des partis politiques, empêchait à tous ces gens de pouvoir se mouvoir. Vous avez vu ce qui s'est passé. Je ne vous apprends rien, c'est l'actualité. Ce n'est pas Tchala qui invente. C'est exactement ce qui se passe. Et ça fait donc que M. Déby Itno, maréchal aujourd'hui, va passer comme lettre à la poste le 11 avril. D'ailleurs, l'intention est de tout faire plier dès le premier tour, parce que l'élection au Tchad, c'est 2 tours, mais dès le premier tour, il compte tout faire plier. Après 30 ans de pouvoir, à 68 ans, rester encore aux affaires. Je suis d'accord avec l'élément que j'ai suivi tout à l'heure, qui indiquait un peu les points positifs de M. Déby sur le plan continental, sur le plan sous-régional également. Ben oui, face à Boko Haram, oui, on connaît l'apport que le Tchad a pu soumettre les pays voisins, Cameroun, Nigeria et autres, pour régler la question Boko Haram, qui n'est pas totalement réglée, on le sait. Mais au-delà de cette prestance positive sur le plan africain, il n'y a que sur le plan local. Il n'y a pas de challenger, il n'y a pas de démocratie, il n'y a rien. Les ONG, la société civile est en débandade totale. Vous avez beau protester, vous ne pouvez rien. Monsieur Déby est assis sur son fauteuil. Donc le 11 avril, il n'y a pas d'enjeu. D'accord. Il n'y a pas d'enjeu. On respecte, on respecte votre réuni. avis. Et je vois M. Ngana qui n'est pas totalement d'accord. Je pense que les élections se tiennent régulièrement au Tchad dans la transparence. C'est bien, vous allez me confirmer cela, c'est dans la transparence. Elles sont prévues le 11 avril prochain. Et moi particulièrement, j'ai apprécié l'acte du président Idriss Déby Itno. Il y a un challenger qui a eu les mailles à partir avec les hommes en tenue, il l'a reçu, ils ont discuté. Vous êtes d'accord avec ce qu'il dit là sur le plateau? Pas du tout d'accord, parce que dans la mesure où le président Déby a toujours démontré sa capacité de pouvoir recevoir tout le monde, même ses frères d'armes qui ont élevé l'arme sur eux, contre lui, il les a reçus toujours au palais. À l'exemple de Yaya Dilo, dont il vient de suggérer peut-être d'une manière un peu voilée sa présence, il a reçu Yaya Dilo, il lui a dit que le Tchad appartient à tout le monde et qu'il doit s'investir dedans et il doit travailler comme tous les Tchadiens qui sont un peu partout. Donc je ne pense pas que Déby a totalement fermé le Tchad sur lui-même. Sinon, il n'y aurait pas d'élection. Sinon, il n'y aura pas d'élection. Monsieur Biloy, ici, aujourd'hui, quand on parle d'Idriss Déby Itno, on sait qu'il est pratiquement comme le gardien du temple de la zone, pas sud-saharienne, bon, mais je veux dire au niveau de la zone du Sahel, le G5 Sahel. Idriss Déby Itno aujourd'hui, celui qui fait des efforts chaque fois que certains pays sont en difficulté, c'est lui qui va au front pour essayer de garder la stabilité et la paix dans ces pays-là. Vous êtes d'accord avec ce qui a été dit par Jean Patientala? Non, pas du tout, parce que je crois qu'il a omis un certain nombre de choses, c'est-à-dire des secteurs dans lesquels il faut aller chercher pourquoi est-ce qu'il va gagner. Ce qui est sûr, c'est que le président Idriss Déby va gagner. Il va gagner pourquoi? Et cela est valable pour le Tchad comme pour le Cameroun, comme en tout cas pour les pays africains où les présidents ont déjà mis un certain temps au pouvoir. Pourquoi il gagne? Pas forcément parce qu'il fraudent, non, mais simplement. Prenons le cas du Cameroun. Comment voulez-vous que quelqu'un gagne contre le président Biya qui, sur 360 communes, a plus de 260?
C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que son parti est implanté, est mieux implanté que les autres. C'est un facteur qu'il faut retenir. Lorsque vous avez mis longtemps au pouvoir, vous êtes implanté sur toute l'étendue du territoire, ce qui n'est pas le cas de certains opposants. Et ensuite, la faute de l'opposition en Afrique, c'est de vous dire, il a déjà mis longtemps. Moi, mettre longtemps ne me fait aucun problème. Lorsque on met longtemps, quand le pays est stable, lorsqu'on met longtemps, en combattant la misère, en combattant la corruption, et c'est des choses qui me semblent être le cheval de bataille d'Idriss Déby. Donc le bilan de M. Déby est positif alors? Oui, il ne peut qu'être positif parce que les autres n'ont même pas de bilan. C'est ça une des faiblesses. Le maréchal aujourd'hui peut dire j'ai fait ceci, j'ai fait cela, mais les autres ne vous diront que non, il a déjà mis longtemps au pouvoir, il faut qu'il parte. Cette sorte d'alternance néocoloniale ne résout pas le problème de fond. Il faut faire partir quelqu'un avec un projet de société. Et pendant qu'il est au pouvoir, si vous voulez le remplacer, former des citoyens qui vont voter en sachant pourquoi ils votent. Parce que si vous ne le faites pas, lui, il a le privilège au pouvoir d'être partout à la fois. Il a le privilège de nommer des gens qui savent que leur nomination dépend du président de la République. Si vous ne tenez pas compte de cela, je crois que vous faites fausse route. Et il se trouve, heureusement pour le maréchal, que c'est un militaire. C'est-à-dire que il évalue l'adversaire. Et il sait que à ce niveau, je le bats. Parce qu'il ne se dit pas « je suis tout puissant ». Les oppositions africaines ont ce défaut de croire qu'il suffit de dire que le président est vieux, le président a déjà mis du temps pour faire mouche. On ne fait pas mouche de cette manière-là. L'Afrique a effectivement des problèmes sur lesquels tous les présidents africains devraient se pencher. Et lorsqu'on dit de quelqu'un qu'il est panafricain aujourd'hui, c'est qu'il a posé certains actes qui ont montré qu'il avait l'Afrique à cœur. Et personne ne peut nier aujourd'hui que lorsque le président Déby s'est mêlé du combat contre Boko Haram, il y a eu un résultat positif. Cela, il peut le présenter, mais non pas ses concurrents. Et il peut dire, moi j'ai fait la lutte contre la corruption par l'opération Cobra. Et les autres ne vont rien dire à ce niveau-là. Donc, pour me résumer, le président Déby va gagner haut la main, non pas parce qu'il va tricher, mais simplement parce qu'il est plus aguerri, parce que son parti est plus implanté et parce qu'il a un bilan à défendre. Merci beaucoup. Vincenzo, on va... Allez-y, d'abord, je vais vous écouter sur la question. On ira retrouver dans quelques minutes Albertine Bichaga pour qu'elle plante le décor de l'ambiance de la campagne en République du Tchad et particulièrement en Djamena. Il y a un meeting du chef de l'État tchadien qui est prévu en fin de semaine, vendredi, je crois que c'est à Bunduro, à Bongo, c'est bien ça? Oui, et nous y serons avec Albertine Bichaga. Vous, quel est votre avis sur la question? Le président Idriss Déby, il est imbattable. S'il était Camerounais, on dirait simplement qu'il est indomptable comme le président Biya. Bon, je ne le dirais pas de cette manière, Ernest Obama, parce que je me souviens que nous sommes ici sur le terreau politique. Je ne serais pas aussi péremptoire que mon vis-à-vis Salah, oui, tout à fait, parce que je me souviens, comme je l'ai dit, nous sommes sur le terreau politique. Vous savez, en politique, rien n'est acquis d'avance et rien n'est perdu d'avance. La politique, c'est une conjugaison des invariables exogènes qu'on capitalise. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire que ce soit le président Déby, que ce soit ses challengers, tout le monde a les mêmes chances. Par contre... Et c'est bien ça la démocratie. Tout à fait. Voilà. Par contre, là où le président candidat sortant, Idriss Déby, est en pole position ici,
le doyen, M. Haïssi l'a dit tout à l'heure, il a un bilan. Il a un bilan à défendre, contrairement à ces challengers qui n'ont qu'un projet politique à présenter. Nous sommes ici au niveau du marché politique. La loi de l'offre et la demande. Il va falloir présenter le projet politique et le vendre. Par contre, le président Déby, lui, en tant que candidat, avait déjà vendu son projet. Maintenant, tout ce qu'il va faire, c'est défendre son bilan. Bon, il va se poser un problème. Nécessairement, au sein de la société, il y aura certains qui vont apporter des réserves à son bilan. Maintenant, sur le plan même géopolitique, vous l'avez mentionné tout à l'heure, M. Ernest Obama, le président Déby est la figure de proue en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme au niveau même de l'Afrique subsaharienne. Et en cela, il bénéficie du satisfecit même de la communauté internationale. Donc, quel que soit même ce qui va se passer au Tchad, vous entendrez la phrase rituelle à l'issue des élections venant de la communauté internationale. Ils vous diront les irrégularités observées ne sont pas de nature à entacher la validité du scrutin. Vous pensez qu'il y aura des irrégularités alors que l'élection n'a même pas encore eu lieu? Il y a toujours des irrégularités. La démocratie, c'est un construit. Mais voilà comment on va homologuer au sein de la communauté internationale l'élection présidentielle. Comme quoi le président Idriss Déby jouit quand même d'une certaine légitimité concernant la communauté internationale. Allez, on va retrouver à N'Djamena au Tchad Albertine Bichaga qui nous fait le point de l'ambiance, bien sûr, de cette présidentielle tchadienne prévue le 11 avril prochain. Vous ne raterez même pas une seule seconde de ce qui se passe au Tchad. Pardon. De ce qui se passe au Tchad. Retrouvons donc Albertine Bichaga au Tchad à N'Djamena qui nous fait le point de l'ambiance de la campagne présidentielle. N'Djamena, capitale administrative du Tchad, pas un pas sans le MPS, le mouvement patriotique du salut, le parti du maréchal Idriss Déby Itno, candidat à sa propre succession après 5 mandats à la tête de son pays. Pour le rendez-vous du 11 avril prochain, le parti n'a pas lésigné sur sa communication. La ville est entièrement pavoisée aux effigies et couleurs du parti au pouvoir. Les bureaux de soutien pullulent. Comme une aiguille dans une botte de foin, il faut fouiller pour apercevoir les autres candidats à cette élection. Au quartier N'Djamalbar, où se situe le siège du MPS, les choses s'activent. Le siège du parti, comme vous l'avez constaté, aujourd'hui il est vide parce que tout est parti d'ici, mais maintenant tout le monde est à l'intérieur du pays. Donc pour l'instant, le siège veille à la mise en place et à la mise en œuvre de la stratégie de campagne qui a été développée par la Direction nationale des campagnes, donc sous la conduite donc, de notre candidat, le candidat du consensus, Idriss Déby Itno. Et nous autres, nous assurons aujourd'hui l'arrière-garde de la mise en œuvre donc, de cette stratégie. Nous nous rendons ensuite dans un bureau de soutien. N'Djamena en compte des centaines. Les bureaux de soutien ne rentrent pas dans la structuration formelle du MPS. Ils sont créés par des sympathisants ou militants qui décident de leur propre chef d'apporter leur soutien ou leur appui à la stratégie gagnante du parti. Ce sont parfois des bureaux de soutien ouverts par des alliés, comme celui que nous visitons cette matinée. Donc vous voyez CPE, coalition des partis émergents. Donc ce sont les 5 partis qui sont unis donc, pour soutenir le maréchal Idriss Déby Itno. Parce que le moment est déjà sonné, donc il faut profiter. Donc s'il y a des opportunités, il faut toujours profiter. Donc je peux encore ajouter, donc je dis donc maintenant nous sommes dans un monde déstabilisé. Donc surtout sur les gens c'est l'insécurité qui règne toujours. Et donc nous ne voulons pas donc éradiquer cette paix-là. Donc c'est pour cela qu'on a voulu soutenir le maréchal donc, pour qu'il y ait la paix. Donc, si nous voulons le développement, il faut qu'il y ait la paix. Le constat est clair. En N'Djamena, le MPS survole. L'opposition est invisible. Les rues sont toutes bleues aux couleurs du parti au pouvoir. Les populations disent vouloir de la paix,
Une paix qui, selon de nombreuses personnes, ne pourrait être assurée que par le maréchal Déby. Pourquoi Idriss Déby Itno est imbattable? La question a été posée à Constant et Collet et il est allé chercher les réalisations de celui qui est présenté à N'Djamena comme un bâtisseur. Suivez. Au moment où il court pour un prochain mandat à la tête de son pays, le maréchal Idriss Déby Itno ne cesse de clamer, meeting après meeting, la nécessité de l'avoir comme leader, tant ses projections pour un Tchad émergent sont énormes. Mais pour y arriver, il doit relever ce qu'il appelle lui-même le défi du bien-être des populations face à un peuple qui cumule en son sein, comme dans bien d'autres pays africains, une population jeune d'environ 60%, laquelle fait face aujourd'hui à la grosse problématique de l'emploi qui se pose avec acuité. L'intégration à la fonction publique est gelée depuis 2016 par le gouvernement. Quelques jeunes diplômés sans emploi s'organisent pour créer des petites entreprises pour leur survie, pendant que d'autres, sortis des écoles professionnelles et universitaires, forment une coalition pour revendiquer leur intégration à la fonction publique. Parce qu'il est toujours à l'écoute de son peuple, Idriss Déby a entrepris des programmes pour les accompagner à mieux s'installer dans les projets générateurs de revenus. Des bourses sont même mises en place pour accompagner d'autres dans la professionnalisation des enseignements. Parce qu'il est sûr de sa réélection, le candidat Déby surfe sur les réalisations dans le domaine de la santé, de l'éducation, des infrastructures et de la sécurité. Son ouverture aux pays voisins comme le Cameroun sera même renforcée dans un futur proche à travers la construction d'une ligne de chemin de fer longue de plus de 1000 km. Cette ligne de transport ferroviaire permettra alors aux agriculteurs du Tchad de mieux écouler leurs produits vers le Cameroun qui a une ouverture sur la mer. Il entend également améliorer au lendemain de sa nouvelle élection les conditions d'études et des étudiants, notamment en matière de nutrition et de transport, déployer des médecins sur l'ensemble du territoire tchadien, entreprendre la réforme totale du système éducatif, procéder au recrutement massif pour respecter les ratios maîtres-élèves, impliquer davantage des diplômés sans emploi dans un organe de régulation pour leur recrutement à la fonction publique et surtout le recrutement de 10 000 jeunes pour former un bataillon d'élite. Le Tchad, sur le plan sécuritaire, ayant véritablement besoin car entouré des pays qui vivent dans le feu des armes. Pour le maréchal, il existe certes des logements, mais il en faut davantage pour son pays. Et le chantier de construction de 15 000 logements sociaux à Clédim, dans le 5e arrondissement de la municipalité de N'Djamena sur une superficie de 45 hectares, en dit long. Il rentre en droite ligne du partenariat avec la cimenterie marocaine CIMAF, dont l'installation dans le pays représente une grosse niche d'emploi. Le chantier régulièrement visité par le candidat président abritera 725 000 chambres du style F4 et 720 villas de type F3. Dans son vaste chantier d'avenir, les technologies de l'information et de la communication ne sont pas en reste. Son partenariat avec la Chine a permis depuis quelque temps l'installation dans le pays de Huawei, le géant de la téléphonie. Sans regard extérieur, M. Ngané, vous qui êtes tchadien, qu'est-ce qui a changé depuis que le président Idriss Déby est au pouvoir? Wow, ça c'est une belle question. Il y a autant de choses qui ont changé et si je me mettrais peut-être à pouvoir lister tout ce qui a changé, je pense qu'on aurait peut-être perdu tout le temps ici sans avoir fini l'émission. Depuis que Déby a pris le pouvoir, le maréchal du Tchad, il a dû booster beaucoup de choses dans le processus du développement au Tchad. Disons dans le processus de la démocratisation du pays, et la liberté d'expression, la liberté de la presse, et la liberté d'organisation des sociétés civiles et le multipartisme qui a vu naître partout au Tchad et qui a donné ce qu'on appelle un pays démocratiquement élu parmi autant d'autres pays au Tchad. Autant d'autres pays en Afrique. Oui. Donc pour vous, s'il vous plaît, le Tchad c'est un exemple. Aujourd'hui, est-ce que le citoyen tchadien est heureux? Oui, je dirais même qu'en Afrique subsaharienne... Attention, vos micros sont ouverts. Je disais même qu'en Afrique subsaharienne ou soit en Afrique dans la zone CIMAC, le Tchad est un exemple dans la liberté d'expression ou soit la liberté de la presse. Parce que la presse est libre de pouvoir critiquer comme ils peuvent. Et aujourd'hui, le pouvoir central a permis à ce que
les presses puissent donner les avis et critiquer même le système en place. Je ne pense pas qu'il y a ce qu'on appelle la dictature dont le bas peuple dit le plus souvent dans les sociétés. Jean Patient, le rôle d'Idriss Déby Itno dans la stabilisation de la zone du Sahel, est-ce qu'elle peut également être, elle est également un avantage pour lui, quand on voit, on a un président qui est un leader, qui est un partenaire de la France, qui va toujours au combat quand il faut venir en aide à certains pays. Est-ce que ça peut jouer un rôle pour... Les électeurs peuvent se dire, tiens, puisqu'il il nous permet de garder une certaine stabilité, il faut le voter. Alors, le problème n'est pas au niveau des électeurs, parce que, parlant de géopolitique, qu'évoquait ici notre collègue tout à l'heure, oui, sur le plan géopolitique, je l'ai dit, que M. Déby a une avance, une longueur d'avance sur les autres, dans la sous-région Afrique centrale et même dans la zone du Sahel. C'est une des réalités, c'est un fait, ça se discute. Pourquoi il a une longueur d'avance? Ça veut dire que le problème, ce n'est pas les électeurs. Son entre-gens avec la France est connu, même si à un moment il a eu des soucis avec Sarkozy et autres, on se rappelle bien de tout ce qui s'est passé. Le fait de s'être engagé dans la lutte contre le terrorisme de façon abrupte a permis à Déby de se construire une image sur le plan international qui fait de lui quelqu'un d'important pour régler la question du terrorisme. Ça veut dire qu'il peut profiter de cette situation pour respirer un gros bol d'air pendant une longue période et ne pas se voir taper sur les doigts parce qu'il est quelqu'un d'important, un maillon important pour résoudre les problèmes des intérêts des autres. Vous comprenez? Même au niveau de la sous-région, remarquez, les 6 de la zone CEMAC sont tous réélus. Sassou Nguesso, RCA, machin, on remonte. Tous sont réélus. Il sera réélu le 11 avril. Maintenant, si on revient sur la politique intérieure, sur la question de la démocratie posée tout à l'heure sur la table, la démocratie à l'intérieur, est-ce que vous pensez, vous qui parlez de bilan, que les opposants peuvent s'octroyer un bilan alors qu'ils n'ont jamais rien géré? C'est normal qu'un monsieur qui est géré pendant 30 ans ait ce bilan fabuleux qui vous extasie aujourd'hui. Mais les autres, vous leur demandez quel compte en termes de bilan. Et vous comparez au niveau de la campagne, vous dites, les autres n'ont rien à offrir, il n'y a que lui qui a à offrir. Oui, c'est bien. D'accord. Il n'y a que lui. Mais malheureusement, c'est un avantage malsain. C'est un avantage malsain. Permettez que je... Non, écoutez, laissez-moi finir. Le temps de parole n'est pas assez long. Donc, c'est un avantage malsain, à mon entendement, qui en réalité, si on veut analyser la démocratie au Tchad, on vous dira qu'il n'y en a pas. Mais si on veut rester dans les enjeux de géopolitique, je veux bien me faire comprendre, les enjeux de géopolitique et d'intérêt entre le Tchad et les pays, j'ai écouté les collègues tout à l'heure, entre le Tchad et le Cameroun, l'évidence est que M. Déby est un maillon important. Mais sur le plan local, intérieur, je ne veux pas les confondre, je suis syndicaliste de SNJC. Je peux vous parler des journalistes au Tchad, comment ils vivent, qu'est-ce qu'ils subissent dans les rédactions. Si je développe ici, on va dire que non, mais ce monsieur raconte des bobards. Non, je vous dis, ce n'est pas aussi facile que je viens de l'entendre tout à l'heure. C'est pas aussi facile. On demande des évolutions, on demande des progressions. Je dirais permettez-moi de finir. C'est une mauvaise impression. Je ne vais pas vous stopper. C'est une mauvaise impression, c'est des faits, monsieur. Oui, des faits ont démontré qu'il y a une manifestation publique qui a été démontrée il y a de cela, même au courant des élections présidentielles, aux côtés que ce soit des partis d'opposition ou soit que ce soit des syndicats qui ont manifesté publiquement et pacifiquement, que la police a encadré normalement, et qui ont revendiqué leur droit de manifestation qui a été proscrit dans la constitution du Tchad. Je ne pense pas que ce que vous dites est vraiment réel de ce qui se passe au Tchad. Oui. Il n'est pas d'accord. Alors, vous avez pris mon temps de parole. J'ai été courtois, je vous ai laissé grignoter mon temps de parole. Je voulais juste parler de son pays. Je voulais juste peut-être mieux que vous. Je voulais juste ajuster par rapport à ce que vous avez parole. Vous n'avez pas ajusté dans mon temps de parole. C'est moi qui parle. Quand vous allez parler, je vous laisse parler. Oui, ne venez pas dans mes propos ajuster. Vous n'ajustez rien. Je donne des faits. Bien évidemment. Faites-moi parler. Allez-y. Je parle de faits. Alors, c'est que je sais. Également, je suis un journaliste politique. Je ne suis pas un guignol qui vient parler sur... Oh, il n'y a pas de guignol sur le plateau. Tout le monde est sérieux sur le plateau. Je sais de quoi je parle. La triste réalité en Afrique et dans nos pays, c'est justement quand vous défendez... vous êtes partisan, vous manquez de lucidité parce que vous êtes partisan. Je vous comprends. Ça arrive dans tous les pays de l'Afrique subsaharienne. Dès qu'on défend un camp, on n'est pas lucide. Mais nous qui avons la chance d'être journalistes, au moins d'être froid, d'avoir un regard froid, je ne suis pas partisan. J'ai rien contre M. Déby. Je vous répète que le problème est à 2 étages. Sur le plan géopolitique, je suis d'accord avec M. Ndjoy, M. Déby marque des points énormes. Vous comprenez? C'est quelqu'un sur lequel l'Afrique compte. C'est évident. Parlant du terrorisme, c'est clair. Mais je dis sur le plan local, de la politique
Il y a des choses à redire. Il y a beaucoup d'écueils. D'accord. Et vous ne pouvez pas venir balayer ça de la main. C'est compris, c'est compris. On comprend. Oui, mais le temps qui m'a été pris, mais Ernest, c'était pas... On va revenir à vous. On va revenir à vous. Il y a M. Bilois ici qui est impatient de prendre également la parole. Je retiens que pour vous, sur le plan sous-régional et même sur le plan continental, M. Idriss Déby Itno est une valeur. C'est un guide, c'est un leader qui est d'ailleurs apprécié par des partenaires internationaux. C'est la preuve aujourd'hui, c'est que quand on parle de la guerre contre Boko Haram, il est en quête dans les interventions. D'ailleurs, il y a beaucoup de soldats tchadiens qui sont dans certains pays africains. Alors, on revient à vous, Patriarche Bilois, ici. Oui. Vous ne sembliez pas d'accord avec je suis pas d'accord pour une chose, parce qu'il y a des concepts qu'on nous a donnés, qu'on nous a imposés. Moi, je voudrais dire une chose. Il n'y a pas de démocratie standard. Ça n'existe nulle part. Non. Attendez, parce que quand... Jamais parlé de démocratie standard. Permettez qu'il parle, j'en passe. Non, tu fais ce que tu je peux faire la même chose. C'est pas moi. Oui, ça se fait sur le plateau, mais Obama laisse faire. Non, je voudrais dire une chose. Allez-y. Ces concepts-là nous causent beaucoup... Non, c'est un concept de la démocratie. Aller aux États-Unis, par exemple, est-ce que le vote populaire est pris en compte? C'est à voir. Je dis, il n'y a pas de démocratie standard. Personne ne doit faire des leçons de démocratie parce que il faut contextualiser tout dans un mode de gouvernance. Quand on me dit les droits de l'homme, la démocratie, mais ça devient des perroquets qui répètent des choses qui n'ont aucun ancrage dans notre environnement socio-culturel, même socio-politique. C'est ça le problème. Et lorsqu'on a lu la charte de l'impérialisme, on comprend pourquoi on appelle certains de nos présidents dictateurs. Parce que ça se décide de l'autre côté. Et ça, ce n'est pas bon. C'est les citoyens qui doivent décider si c'est la dictature ou pas. Et ensuite, quand on affirme que les gens n'ont rien géré, c'est pour ça, ils doivent gérer quoi? Voici ce qu'ils doivent gérer. Attendez. Qu'est-ce qu'ils doivent gérer? Ils doivent gérer la formation du citoyen. Et à ce moment... Le président doit aussi le faire. Mais il le fait et il en profite. Les autres ne le font pas. Parce que si vous formez le citoyen, tout ce qu'on reproche à nos régimes disparaît. Parce que le citoyen saura que je vote parce que celui-ci défend telle valeur. C'est une idéologie qui me convient. Mais on ne peut pas l'affirmer s'agissant de l'Afrique. Dans beaucoup de pays, on vote parce que c'est mon cousin, parce que c'est mon neveu, ou bien parce que je compte avoir un poste. Or, là où il y a une maturité politique réelle, quelqu'un vote parce que l'idéologie de celui qu'il vote est conforme à ses convictions. D'accord, ok, on va découvrir les adversaires du président Idriss Déby Itno. On verra peut-être pourquoi Jean Patient estime qu'il n'a pas d'adversaire en face. Et si Nganné nous dira ce qu'il pense des adversaires du président Idriss Déby Itno. On suit le reportage. Saleh Kebzabo, le natif de Léré, il a vu le jour, il a 74 ans. L'actuel président de l'Union nationale pour le développement et le renouveau, l'UNDR, député à l'Assemblée nationale du Tchad, il est le principal opposant du régime d'Idriss Déby depuis plusieurs décennies. Il est candidat malheureux à 4 reprises à la présidentielle tchadienne face au chef de l'État. Lui, qui a renoncé au processus électoral après la validation de sa candidature par la Cour constitutionnelle, avait appelé à manifester le 27 mars dernier. Une manifestation, bien qu'ayant connu la participation de quelques cadres de l'opposition et organisations de la société civile, n'a pas eu un impact réel sur le déroulement du processus électoral. Théophile Bongoro Bedzone, néophyte en politique, désigné candidat unique d'une coalition de partis d'opposition sous le nom d'Alliance Victoire, à la place du célébrissime Saleh Kebzabo. Il fait partie de ces candidats qui se sont déclarés non partants pour la prochaine élection présidentielle. Tout comme lui, Mahamat Yosko Brahim, Ngarleji Yorogan, ancien compagnon d'armes d'Idriss Déby en 1990, ils ont également retiré leur candidature.
Autre personnage important de la scène politique tchadienne, très antagoniste au président Déby, Yaya Dillo. Homme politique de 46 ans, il est le président du Parti socialiste sans frontières du Tchad, le PSF. Il a aussi été le représentant résident de la commission de la CEMAC du Tchad, ancien député de la nation. Il fait partie des candidats retenus pour la prochaine élection présidentielle du 11 avril. Sous le coup de 2 mandats d'arrêt, à la suite d'une plainte pour diffamation et injure déposée par la première dame du Tchad, Inda Ibno, et la fondation Grand Cœur. Il est l'un des hommes les plus recherchés du Tchad actuellement. Pour cette élection à venir, le président Idriss Déby a face à lui 6 challengers, parmi lesquels le chef de file de l'opposition, Romadongar Nyalbe Félix, le fédéraliste Brice Bémon, l'ancien premier ministre Pahemi Padaket Albert et la première femme candidate à une élection présidentielle, l'ancienne ministre Lydie Beasemba. Les autres candidats retenus sont l'ingénieur Yombebe Théophile et l'entrepreneur Alodoum Balthazar, pour lesquels ce sera une première expérience électorale. Face à tous ces vents contraires, le maréchal Idriss Ibn Déby a toujours fait montre de charisme, de poigne. Et surtout, il inspire une véritable confiance à tous ses compatriotes. Loin d'être un dictateur, le président est le choix du peuple sans véritable adversité en face. Monsieur Ngane, vous connaissez bien les adversaires du président Idriss Déby? Bien évidemment, je vis la réalité politique au Alors, Tchad. pourquoi pas les 6 qui ont été... Moi, je dirais que l'opposition... En quoi est-ce qu'ils sont différents? Pourquoi est-ce que le peuple ne devrait pas leur faire confiance? Au fait, c'est une opposition qui est en disparate et une opposition qui ne s'organise pas. Comment se fait-il que le maréchal du Tchad ne peut pas être serein dans son orientation et soit dans son programme politique? J'ai vu ici le président, que j'ai beaucoup de respect pour lui, Salih Kebzabo, qui a voulu retirer sa candidature. Malheureusement, c'est un jeu politique qui voulait faire montrer au peuple tchadien qu'il est là pour boycotter l'élection présidentielle. Pourtant, étant donné déjà qu'il a déposé sa candidature à la Cour suprême pour le présidentiel du 11 avril 2021. On ne peut pas retirer. Il a déposé sa candidature après quelques heures plus tard et à la fin, disons même à la fin de la clôture des listes, il démontre quelque chose, il écrit un truc fatmagoriste pour dire qu'il va retirer sa candidature pour les élections présidentielles et qu'actuellement qu'il est en train de mettre les campagnes, il est en train d'organiser des campagnes pour le boycott électoral. Moi, je pense que les Africains ne sont pas dupes à ce point pour qu'on continue souvent à les duper dans ce sens pour leur démontrer que nous sommes dans une élection démocratique ou non. Disons que s'il y a des choses qui ne vont pas, il faut le dire clairement. Et le candidat Déby est en bonne voie et j'espère que tout le peuple tchadien est derrière le candidat Déby. J'espère qu'il va gagner les élections présidentielles à l'échéance. Je ne vois pas un opposant qui va le challenger là quelque part. Et le jeune le jeune qui? Le jeune Masra Succès. Oui. Masra Succès n'avait pas un parti politique qui a été légalisé par le ministère de l'administration du territoire, je pense bien évidemment, parce qu'il a déposé sa candidature qui a été rejetée. Même la caution qui a été imposée par le code électoral n'avait pas été déposée. Elle s'élève à combien? À 10 millions, bien évidemment, qui n'avait pas été déposée. Mais il est là en train de pouvoir, ne serait-ce que démontrer sur les réseaux sociaux que c'est le seul challenger qui dépasse même... Mais il n'est pas déclaré candidat alors? Et il n'est pas déclaré candidat du coup parce qu'il n'a même pas déposé. Et il n'avait pas l'âge requis même par la Constitution. L'âge requis c'est combien? C'est 40 ans. Mais il a 46 ans. Il a 38 ans, oui. Ah, d'accord, là il y a un problème quand même. Malheureusement. Ok, d'accord. Il y a Vicès, vous voulez dire un mot sur les adversaires d'Idriss Déby, non? Peut-être pas sur les adversaires d'Idriss. Bon, déjà en regardant ces adversaires, on ne va pas penser que Idriss Déby évoluera sur du velours. Ouais. C'est des gens visiblement qui ont l'intention de lui apporter de la réplique. Sauf que Idriss Déby s'est quand même bâti un boulevard, ça il faut le dire. Le boulevard ici, bâti par le président Déby, part de 2018.
avec la réforme institutionnelle et constitutionnelle, où le poste de Premier ministre a été mis de côté, le poste de vice-président n'a pas été envisagé, et où, quelque part même, on va dire, les contre-pouvoirs ont été émasculés. Et vous savez, lorsque on procède comme ça, les latins parlent souvent de capo tutti di capi, pour dire celui qui s'occupe de tout et qui fait tout. Non, et en c'était cela, à l'issue de la conférence nationale souveraine, hein. J'espère bien. Je parle des faits. Hein. C'était une conférence nationale souveraine inclusive qui a tenu lieu au palais du 15 janvier. La société civile était là, les organisations non gouvernementales étaient là et même... tout s'est fait dans les normes selon vous? Oui, tout était dans les normes. De toute façon, c'était au respect de la constitution. C'est un peu le point noir qu'on peut apporter ici à cette évolution d'Idriss Déby. Bon, maintenant, j'ai aussi envie de dire que, là je réponds à mon ami Tsala, on ne peut pas reprocher à un président de la République de défendre un bilan. C'est son privilège. C'est son privilège même par rapport à ses adversaires. Tout simplement parce que défendre le bilan ici suppose que le président dans le marché politique sait déjà engranger des dividendes. Et c'est très important. Parce que vouloir laisser penser que le bilan c'est rien, alors qu'en face, on devrait plutôt présenter un projet politique convaincant. Parce que je considère l'électeur ici un peu comme, comment on appelle ça en matière d'entreprise, le conseil d'administration. Les électeurs ici sont considérés un peu comme le conseil d'administration, c'est eux qui démettent et c'est eux qui mettent en responsabilité politique. Le président Idriss Déby Itno a reçu en audience en début, je crois en début de semaine, bien sûr, les patriotes panafricains ou les panafricanistes, et là-dedans il y avait bien sûr l'équipe de B-News 1. Je ne sais pas si le reportage est prêt à la régie. Si ce n'est pas prêt, Verlin nous fera signe. Et bien évidemment, Ambroise Aouane, lui, s'est intéressé à la force qui a été reconnue par Jean-Patient Tala. Pourquoi Idriss Déby est considéré comme le soldat de la sous-région, celui qui est toujours là pour permettre, pour tordre le cou parfois à quelques terroristes et particulièrement à Boko Haram. Idriss Déby, le soldat, reportage Ambroise Aouane. Lutte contre le terrorisme. Idriss Déby Itno, acteur clé de la nébuleuse dans la sous-région. Le Tchad, comme l'un des pays de la sous-région Afrique centrale, connaît depuis un certain temps la puissance des armes et du feu. La présence sur son territoire est ce que l'on pourrait appeler le terrorisme. D'un côté du sud voisin, le Cameroun connaît des assauts indéfinitifs de la secte Boko Haram. Son ouverture, si vous voulez sa proximité avec le Nigeria, fait que le Tchad est obligé de sécuriser la zone du lac Tchad. Le pays, que ce soit le nord, au sud, de l'est à l'ouest, est entouré des pays qui sont à chaque fois victimes des attaques des miliciens ou encore des séparatistes. Et si nous prenons sa proximité avec le Niger, le pays fait face aux attaques djihadistes et du coup, pour être calme et dans le cadre de la sécurité, non seulement pour le Tchad et ces pays cités plus haut, les géostratèges appellent à la solidarité des États. Il faut voler sur la sécurité du voisin pour mieux se sécuriser. Le Tchad va donc apporter ses troupes, lesquelles troupes quand même, il faut le dire, représentent une armée colossale pour la sécurité des hommes. La qualité de ces hommes, qui connaissent bien le désert, sont appelés à secourir les pays dans le cadre du G5 Sahel. Dans le G5 Sahel justement, il y a le pays comme le Mali, le Niger et bien d'autres avec l'appui des partenaires qui est le Tchad. De l'autre côté, il y a le Soudan. Et dans le cadre de la sécurisation de ces pays et surtout le lac Tchad, le président Idriss Déby Itno est obligé d'intervenir. Et dans le cadre des travaux engagés dans la sous-région, le maréchal veille sur la mise en place de ces projets. Dans un contexte marqué par le terrorisme, Idriss Déby Itno joue un rôle clé. D'abord, au-delà de son statut de président, coordonne les actions militaires sur le terrain. Car, étant arrivé comme soldat au pouvoir, cela signifie qu'il est un véritable combattant dans l'âme. Combattant dans l'âme qui maîtrise tous les contours de la sécurité et les plans de sécurisation de celle-ci. Voilà donc un homme de guerre qui est à la tête d'un pays, même si au fil des temps, a peut-être appris les instruments de la démocratie, mais n'a pas oublié ses premiers amours.
qui fait aujourd'hui le Tchad comme l'une des forces avec laquelle on peut compter. Car à cette force se trouve un chef de guerre qui lui-même est toujours sur le théâtre des opérations. Voilà donc un chef d'État qui galvanise ses troupes. Les motifs, car le président sait qu'il est assis sur les pays tels que la Libye, le Soudan, de par les troubles qui sont chez eux, on peut tout simplement dire qu'Idriss Déby est un président soldat. On suit de près la présidentielle là, au Tchad. Le président Idriss Déby Itno est imbattable. C'est la thématique de ce soir. On va peut-être écouter les uns les autres avant de recevoir Janis sur le plateau. Est-ce qu'on a pu avoir les images de l'audience que le président Idriss Déby Itno a accordée aux panafricanistes? C'est bien sûr à la chaîne de télévision BNews 1. On n'aura pas ce reportage, on l'aura peut-être demain. Alors, vous êtes serein pour le 11 avril prochain? Il n'y a plus... il n'y a rien, comme disait Laurent Gbagbo, en face, on me fait signe que le reportage est finalement là. En face, là, c'est le maïs, et nous, c'est le moulin. On va. Il n'y a même pas de doute pour ça. Il n'y a même pas de maïs en face? Il n'y a même pas de doute pour ça. Je pense que le président se met à l'œuvre. Ça fait depuis plus d'un mois que le président est en train de sillonner le pays. Et il multiplie des campagnes en campagne. Et j'espère que nous avons tous les moyens possibles pour pouvoir arriver au bout des élections présidentielles à venir. Si seulement les élections présidentielles étaient quelque chose d'un acquis, je ne pense pas que le président, le maréchal Idriss Déby Itno, pouvait multiplier ne serait-ce que des voyages jusqu'à ce point. On va peut-être aller retrouver cet élément d'Albertine Bitiaga réalisé en début de semaine au Tchad, qui était dans la délégation qui a été reçue par le chef de l'État tchadien. Écoutez. C'est à sa résidence de Burkina, à peine 1 minute de l'aéroport de N'Djamena, que Idriss Déby Itno, le maréchal, candidat à sa propre succession pour un 6e mandat, a reçu ce jour quelques leaders d'associations de jeunes Africains, mais également des représentants de la presse dans votre chaîne de télévision BNews One. Il était question pour le maréchal d'échanger sur les motivations, ses motivations à lui pour cet autre mandat. Le président sortant du Tchad qui estime qu'aujourd'hui son pays a encore besoin de lui. Il pense que l'Afrique doit se prendre à main. Il voudrait laisser un Tchad souverain, un Tchad qui s'assume, un Tchad en sécurité. Il estime que ce n'est pas encore le cas à ce jour. C'est pourquoi il voudrait briguer cet autre mandat. Je veux un Tchad où on ne parlera plus l'existence, où que ce soit, des Tchadiens armés qui chercheraient de prendre le pouvoir par les armes. Des mercenaires qui chercheraient aussi, soutenus par des officines extérieures, à déstabiliser nos pays, à nous ramener en arrière. 30 ans au pouvoir, c'est trop. Si j'ai des assurances aujourd'hui que après mon départ, que ce pays garderait le même cap dans l'unité. En ayant l'esprit que le Tchad là, appartient à tous les Tchadiens et il n'y a pas un Tchad de substitution. Et qu'il n'y aura pas de dégâts. Je n'ai jamais connu une jeunesse, ce qu'on appelle la jeunesse, je n'ai jamais connu. Je suis prêt à partir. Mais je ne veux pas laisser un pays tout en sachant que, pour le moment, sa fragilité peut l'amener en arrière.
Il faut également dire que le président Déby Itno estime aujourd'hui que le Tchad reste un pays stable malgré tout, malgré les attaques, et que cette logique qui voudrait faire croire que le Tchad n'est pas un pays fréquentable est totalement fausse. Le président Idriss Déby Itno qui dit aujourd'hui être sûr de remporter ces élections, mais cela ne l'empêche pas d'aller sur le terrain pour échanger avec sa population, pour prendre à la base les besoins de cette population et mieux bâtir son ultime programme. Je sais que la victoire est certaine, inéluctable, ça c'est du monde. Mais le plus important pour moi, c'est d'être en contact à tout moment avec le peuple tchadien, la population tchadienne. Même si je suis sûr de gagner, j'aimerais être un homme, je suis un homme du terrain, et aller vers les Tchadiens. Connaître leurs difficultés. Recenser aussi leur légitime doléance. Il a enfin estimé qu'il était temps que l'Afrique décide donc de parler à voix égale avec ses partenaires occidentaux. Ici, en N'Djamena, envoyés spéciaux de B-News One, nous sommes Albertine Bichaga et Innocent Obam. Elle est belle, hein, la ville de N'Djamena, que je n'ai pas encore eu le plaisir de visiter, j'espère le faire. C'est une infrastructure moderne. À Haute Pointe, je pense que l'argent du pétrole a été un atout pour l'investissement infrastructurel. Ça a été bien utilisé par le président oui, et les échangeurs sont comme en Europe, comme en Occident. C'est mieux que Yaoundé alors. Bon, disons quelque chose à peu près, bien évidemment. On a été rejoint par Janice Kanga, bonsoir. Bonsoir Ernest. Ça va? Ça va bien, merci. 3 informations nous intéressent ce soir dans notre fact-checking du jour. Mais déjà, on a appris il y a quelques minutes le décès de Dr Dewa. Dr Dewa qui était Johnson, c'est quoi la clinique là? C'était un traduit praticien très connu, très célèbre au Cameroun d'ailleurs qui s'est enrichi dans la médecine, la pharmacopée africaine et dont les produits étaient appréciés par de nombreux Camerounais. Plusieurs sources annoncent donc qu'il est décédé ce soir. On n'a pas encore vérifié cette rumeur. On aura la bonne information peut-être demain au cours de la matinale présentée par Constant Écolé. Allez, on parle encore du Tchad dans le fact-checking de ce matin, de ce soir. Le Tchad est le pays où les tarifs Internet sont les plus élevés en Afrique ou dans le monde. Info ou Intox? Un texte Ernest Obama, un post Facebook du Tchad Tribune, publié le 12 juillet dernier, affirme que le Tchad est le pays où les tarifs Internet sont les plus élevés. 12 000 francs CFA environ pour une validité d'un mois, soit 7 fois plus cher qu'au Mozambique par exemple. En réalité, le Tchad ne serait pas en tête des classements mondiaux réalisés par les organisations comme l'Union internationale des télécommunications. En effet, des statistiques de la Banque mondiale classent le pays au 177e rang mondial sur 181 pays en 2019. Selon les experts, ces forfaits sont exorbitants, certes, mais le Tchad arrive toutefois devant des pays comme le Zimbabwe et la Guinée équatoriale. Selon un autre classement de la banque panafricaine Ecobank, la Guinée équatoriale serait en tête avec une connexion Internet onéreuse à 31 €, soit plus de 20 000 francs CFA par mois. Pour avoir la connexion Internet où? Exact. En Guinée équatoriale. Allez, Facebook a levé l'interdiction sur les publicités politiques. Tout à fait Ernest, c'est une information vraie. C'est le 4 mars 2021 que la fin de l'interdiction de la publicité politique sur le réseau social Facebook a véritablement été actée après plusieurs hésitations de Mark Zuckerberg, directeur général de Facebook. Facebook avait donc interdit les publicités politiques en fin d'année dernière afin d'étouffer la désinformation et les menaces violentes autour de l'élection présidentielle de novembre
novembre 2020. Puis, en janvier, volte-face, des tweets largement repris nous révèlent que, contrairement à Twitter, Mark Zuckerberg a finalement décidé de ne pas les interdire, brandissant l'argument de la liberté d'expression. Toutefois, il donne la possibilité aux internautes de les désactiver. Il affirme « c'est aux gens de décider ce qui est crédible, pas aux entreprises de technologie », reprend en substance la rédaction de France Culture. Et on termine par cette information, cette rumeur qui a circulé sur la toile pendant toute la journée. Singila aurait décidé de prendre la nationalité camerounaise. C'est faux, Ernest Obama. Cette information est un fake news. C'est une publication mise en ligne il y a quelques heures qui pousse les internautes à s'interroger. Selon celle-ci, l'artiste Singila aurait changé de nationalité. Il serait désormais camerounais. À première vue, la une du magazine Digital Innov News qui a publié l'information serait originale. Seulement, on remarque déjà que la une ne comporte pas tous les éléments classiques d'une une, tels que la date, le numéro, le responsable de publication, et cette information est la seule au menu du magazine. Puis, un tour sur le moteur de recherche Google ne répertorie aucun média sous ce nom, aucune publication antérieure non plus. Ce journal n'apparaît nulle part. Pareil pour les informations sur le chanteur, elles n'ont subi aucune mise à jour. De ce côté-là, Singila est bel et bien de père centrafricain et de mère congolaise. Aucune communication non plus sur les pages officielles de l'artiste. Ce serait donc un poisson d'avril. Ça aurait été cool qu'il devienne camerounais Singila. Quelqu'un aime les chansons de Singila sur le plateau? Quelqu'un le connaît au moins Charlotte Dipanda. Et suit Charlotte Dipanda. Mais non, vous n'allez pas... On peut suivre Charlotte Dipanda en regardant sa nationalité. On peut changer aussi. Vous chantez? C'est un peu les chansons de Singila? Ouais. Lesquelles, par exemple? J'avance en chantant, oubliant douleur et peine, vas-y je prie. C'est pas lui qui a chanté À toi j'ai mal grippe. Si, c'est lui, c'est Singila. Moi j'aime bien le chanter, c'est vrai que mon préféré c'est Dadju. Allez, voilà ce qu'on pouvait dire ce soir. Donc Patriarche Bilois ici, on vous remercie d'avoir été avec nous. Oui, c'est ce un soir. plaisir pour moi de parler lorsqu'il s'agit de l'Afrique. Vous serez toujours avec nous quand on a besoin de nous et merci pour votre disponibilité. Merci à vous, Monsieur Ngané. Merci. Vous prenez le vol rien que pour aller voter? Oui, bien évidemment. Ma carte d'électeur a été déjà retirée et j'espère que d'ici peu, je serai là. Pour aller voter avant de revenir. Vicenzo, on vous remercie d'avoir été avec nous ce soir. Je vous en prie, monsieur. Jean Patient, merci infiniment d'avoir été avec nous. Comment on fait pour capter Royal FM? 88.4 à Yaoundé. Et sur la toile, est-ce qu'il y a un lien internet? Royal FM en un seul mot, espace Cameroun, page Facebook. Royal FM, espace Cameroun. Vous êtes journaliste politique, vous animez quelle émission déjà? Directeur de l'information. Vous animez, vous avez une émission géopolitique tous les mardis et tous les jeudis, 16h. À quelle heure? 16h. 16h, géopolitique. Donc il faut suivre sur Royal FM, www.royalfm. Non, pas W. Royal FM, en un seul mot, espace Cameroun. C'est sur Facebook. Sur Facebook, d'accord. Voilà. Allez, on va faire, on jette un coup d'œil sur la page Facebook. On fait un coucou à Valentin Roméo, qui est très actif ce soir sur Facebook. Clin d'œil également à Anne-Viviane Bala. Il y a un perturbateur qui est là avec un faux profil Facebook. Notre webmaster est en train de savoir de qui, démasquer pour savoir qui c'est, parce qu'il vient faire jouer aux dangereux sur la page Facebook des Big News. Mesdames et messieurs, on vous remercie d'avoir été avec nous ce soir. Merci à Verlin Koueté, à toute l'équipe, Benjamin Tanga qui nous a donné un coup de main pour avoir son camarade de classe. C'est bien ça? Alestique, c'est ça? C'est Alestique? Non, je suis un sociologue de